Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 6e épisode du podcast. On a la chance d'être de retour dans le Hainaut, à Ath, plus précisément à Guilanguien. Guilanguien, oui. C'est ça. Voilà, c'est IDETA qui nous accueille. Pour ceux qui n'auraient toujours pas vu ma tête dans les podcasts ou ma voix, moi c'est Marc Soclet et je suis coordinateur Supra pour le Brabant Wallon et Inbewe. Et on a aussi une coordinatrice Supra avec nous, Aurélie Dubois, qui nous accueille. Donc bonjour tout le monde, donc oui, moi c'est Aurélie Dubois, coordinatrice POLEC territoriale pour IDETA, donc pour la région de la Wallonie-Picarde. Et tu vas être la grande spécialiste de notre sujet aujourd'hui. On va vous le donner juste après. Et on a également Mathieu Deboiserie avec nous, donc coordinateur communal à Ath, Enghien, pardon. Voilà, je savais que j'allais me planter et je l'ai fait. Bonjour. Bonjour. Et également Mathis Jeunesse de la commune de Ath aussi. Bonjour à tous. Voilà, c'est un peu spécial puisque cette fois-ci, on a deux coordinateurs avec nous. Donc on est équivalent autour de la table. Donc c'est bien, on vous donne un petit peu plus de place. Pourquoi on a deux coordinateurs ? Eh bien aujourd'hui, on va parler des communautés d'énergie renouvelable. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh bien IDETA et le territoire du Hainaut de manière générale, c'est un petit peu positionné comme précurseur sur le sujet. Et on a avec nous du coup deux communes qui ont en projet, en cours, validé un projet de CER et on va vous expliquer évidemment tout ça dans un instant. Alors avant d'arriver sur le sujet en tant que tel, on va peut-être apprendre à vous connaître un petit peu plus et on va commencer avec toi Mathis. J'aime bien toujours poser cette question, c'est comment est-ce qu'on devient coordinateur POLEC communal ? Je répondrai que c'est un peu par opportunité au cours du parcours. Donc moi j'ai une formation d'agronome à la base. Ensuite, une fois diplômé, j'ai été engagé à la ville d'Ath sur un projet de relocalisation d'alimentation. Donc on travaillait sur les questions agricoles, alimentaires, sur le territoire de plusieurs communes, à Ath et des communes aux alentours. Et c'est à la fin de ce projet-là, j'ai eu l'opportunité de reprendre la coordination du projet POLEC à Ath. Le projet étant déjà en cours depuis de nombreuses années sur notre territoire. Donc toi, ton approche, c'est vrai qu'il y a souvent énergie, biodiversité. Toi, c'est plutôt peut-être alors par le biais de la biodiversité, en tout cas, que tu as mis un pied dans POLEC. Oui, voilà. Ouais. Ok, très bien. Mathieu, même question. Comment est-ce que tu es arrivé là ? Moi, j'étais conseiller énergie pour les entreprises, pour petites entreprises et commerces en Wallonie à Bruxelles. Et période Covid, on se pose un peu des questions, on a envie d'agir plus localement. Et donc, il y avait ce poste qui s'ouvrait à la ville d'Enghien, coordinateur POLEC et Wallo-Rhénault. Et donc voilà, maintenant je conseille un peu moins les entreprises, un peu plus les citoyens et l'administration. Et donc c'est comme ça que je suis devenu coordinateur POLEC. Et tu es devenu coordinateur POLEC en 2021, c'est ça hein ? Donc tu es déjà presque un des vieux de la vieille. Tout à fait. Donc tu as déjà une certaine expérience là-dessus. Ouais, tout à fait. C'est vrai que je venais du privé, donc il y a déjà une expérience au niveau du public qui fonctionne vraiment différemment. Et puis on apprend un petit peu à voir comment fonctionne une commune et comment on peut agir et quelles sont les compétences que la commune a et celles qu'elle n'a pas, qui sont régionales, etc., fédérales. Donc c'est très intéressant. Ok. Pour toi, Mathis, c'est un peu plus récent, hein, ton arrivée comme coordinateur POLEC. Voilà, le projet de relocalisation de l'alimentation s'étant terminé fin de l'année 2023. J'ai pu être engagé d'abord à mi-temps puis à temps plein début 2024 et au début du printemps 2024 sur la coordination POLEC. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter, enfin chacun d'entre vous, mais peut-être un projet pour l'instant au-delà des SER qu'on va évidemment aborder en long et en large et en travers. Voilà, un projet sur lequel tu bosses au niveau de la commune et pour lequel tu es particulièrement soit fier ou soit la commune est fière, peu importe. Ici, on organise les nuits de l'obscurité, donc on organise différents événements de sensibilisation à l'obscurité, à la pollution lumineuse et à la conservation également de la biodiversité durant ce mois. Et donc on aura différents événements pour observer les étoiles, observer les impacts de la pollution lumineuse en centre-ville et en village. Et c'est un projet qui est vraiment parlant parce que c'est un problème que toutes les villes rencontrent et les entités rencontrent. Et le citoyen, lui, ne conscientise pas toujours les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité, sur la santé humaine, et également en termes d'économie d'énergie et de pollution pour notre environnement.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet qui revient pas mal et là on enregistre juste avant les élections, en fonction de quand vous écoutez le podcast, mais notamment la question d'éteindre ou d'allumer ou de rallumer les lumières la nuit, c'est un sujet plutôt touchy. Est-ce que vous êtes positionné au niveau de la commune là-dessus justement ? Oui, justement, nous, il y a eu pas mal de discussions au sein du conseil communal au sujet de l'extinction ou non de l'éclairage public. La ville d'Ath, elle s'est positionnée pour une extinction en semaine de minuit à 5 heures du matin, si je ne me trompe pas, parce que justement, il n'y avait pas d'observation de modification de la criminalité, etc. Et on faisait aussi, ce qui est un argument important au sein des entités communales, c'est des économies d'énergie qui étaient non négligeables. Donc l'extinction ne se fait qu'en semaine, mais pour l'instant, c'est conservé chez nous. Ouais. Et j'imagine que les nuits de l'obscurité, c'est aussi une manière justement de sensibiliser, de travailler sur l'acceptabilité en fait de ce genre de mesures-là qui sont parfois mal vues par une partie de la population. Oui, voilà. C'est vraiment se dire de retirer des verrouillages qui sont parfois psychologiques de la population, de se dire que l'obscurité n'est pas source d'inconfort, source d'insécurité, mais il y a aussi toute une panoplie d'avantages directs ou indirects qui peuvent être observés et au bénéfice de toutes et tous. Super. Mathieu, est-ce que tu veux nous partager peut-être un projet sur lequel tu bosses ? Oui, donc comme je le disais, j'étais au début engagé moitié Polec et moitié projet pilote Wallo-Reno. Et justement, il se clôture ce mois-ci. C'était un mi-temps sur lequel j'ai travaillé les 2 premières années. Et donc, c'était de l'accompagnement à la rénovation des citoyens. Donc, c'est-à-dire qu'on intervenait sur l'audit financièrement, on trouvait l'auditeur, on vérifiait les devis, etc. Et c'était vrai, et on aidait à remplir le dossier de prime. Et je trouve que c'est vraiment un super projet qui a bien fonctionné parce que les citoyens en fait ont besoin de cette proximité. La région wallonne parfois est un peu difficilement joignable, les primes sont un peu lourdes et donc nous on rassure. Et on a vraiment ce côté rassurant en tant qu'ils peuvent venir nous voir dans notre bureau spontanément, etc. Et donc il y a vraiment une belle réussite, hein. On a fait une 30aine d'audits, ils ont presque tous fait des rénovations. Ils en ont parlé autour d'eux, du coup j'ai encore des nouvelles personnes qui viennent me demander des conseils, etc. Et voilà, ça se clôture ici. Maintenant on sait que c'est IPAL qui prend l'accompagnement à la rénovation, et donc c'est très bien via Wapisol. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est vraiment nécessaire qu'il y ait ce côté un peu local, régional d'accompagnement, parce que les gens ont vraiment besoin d'être conseillés, ils ont peur de toucher à leur maison, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent mal, donc il faut vérifier les choses. Et voilà, moi je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va réussir à convaincre les gens vraiment d'isoler leur logement, ce qui est très important dans les émissions de gaz à effet de serre de nos communes et de la Wallonie en général. Oui, donc là, c'était un projet qui était vraiment pris en charge par la commune. C'était parce qu'on parle de Wapisol, donc qui est une plateforme de rénovation énergétique, et donc qui sont en train de se développer aussi. Mais là, c'était un projet vraiment 100% communal. C'est moi qui l'ai organisé grâce à un subside de la région wallonne et de l'Europe. Ok, intéressant. Ouais. Chouette retour. Parfait. Eh bien, on va attaquer un petit peu le sujet des communautés d'énergie renouvelable ou communauté d'énergie de manière plus générale. Alors, avant de parler aussi de vos projets, on va peut-être quand même essayer de faire un petit rappel de c'est quoi une communauté d'énergie et un petit peu d'où ça vient et comment ça peut s'appliquer finalement à la fois en Wallonie mais dans les communes aussi, donc vraiment au niveau local. Donc, les communautés d'énergie, il faut savoir d'où ça vient. Ça vient d'un paquet européen, de mesures européennes, donc, qui s'intitule Une énergie propre pour tous les Européens et qui a été adopté en 2019 et dont l'idée vraiment c'est de viser à organiser des actions collectives dans le domaine de l'énergie pour permettre aux citoyens de participer activement à la transition vers une énergie propre. Donc ça, c'est vraiment le cadre de base qui a permis de dérouler toute une série d'actions, dont les communautés d'énergie. Et donc, c'est vraiment un shift quand même politique qui est intéressant sur ce Clean Energy Package. Alors, on peut dire qu'il par moment il a un peu détricoté sur certains aspects, mais en tout cas ici dans l'idée des communautés d'énergie, c'est vraiment de placer le consommateur au centre de la transition énergétique
avec un droit explicite de produire sa propre énergie renouvelable. Or, ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, puisque n'importe qui ne peut pas être producteur d'énergie. En fait, quand vous devez devenir producteur d'énergie, ça coûte énormément d'argent, c'est extrêmement compliqué. Et donc là, on rebat un petit peu toutes les cartes sur la table. Et donc, il y avait vraiment une volonté de se réapproprier à la fois la production et du coup aussi la revente. Et donc, aujourd'hui, on a dans certaines régions et aussi en Wallonie, on a des prosumeurs qui peuvent revendre leur électricité. Alors pas si vous avez le principe du compteur qui tourne à l'envers, mais sinon vous revendez votre électricité à votre fournisseur, vous n'avez pas le choix à la fois de qui vous la revendez. Donc si vous avez un fournisseur, c'est le même à qui vous revendez l'énergie, et surtout vous n'avez pas le choix du prix que vous allez percevoir pour l'énergie que vous recevez. Et donc en devenant revendeur dans le cadre d'un partage, en fait, ça va être le cas, et ça va être du coup une manière de se réapproprier cette énergie-là. Donc l'Europe a fixé un petit peu ce cadre, et comme toutes les directives européennes, en fait, il faut après les transposer au niveau local, donc au niveau législatif dans les États membres ou dans les régions, et ici en Belgique, c'est les régions qui s'attribuent cette matière, et donc qui dit 3 régions, la Flandre, la Wallonie, Bruxelles, dit 3 législations différentes, dit 3 timings différents. Et donc on a vraiment, on va le voir, on a des interprétations finalement de ces directives qui ont été très différentes. En sachant que donc en Flandre et à Bruxelles, la transposition législative s'est effectuée à peu près au même moment, au milieu 2022, et en Wallonie, on était plutôt au printemps 2024, donc on était presque 2 ans plus tard finalement, et c'est intéressant parce qu'on aurait pu se dire que on allait utiliser les expériences qui ont été faites à Bruxelles et en Wallonie. Ça n'a peut-être pas été complètement le cas. Alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas les communautés d'énergie, où vous vous dites « oh là là, c'est compliqué », etc. C'est quoi exactement? Donc il faut partir du principe que une communauté d'énergie, c'est un partage d'énergie. Et peut-être pour simplifier, on va même parler de partage d'électricité, parce que globalement, en tant que citoyen ou même en tant que commune, globalement, vous allez produire de l'électricité. On pourrait produire de la chaleur ou d'autres choses, mais pour simplifier, on va partir de là. Il y a donc 3 formes un petit peu de partage. Il y a ce qu'on appelle le partage du pair à pair. Vous allez, c'est un petit peu comme le téléchargement en ligne de films ou ce genre de choses. C'est vraiment, on partage des fichiers. Là, on va partager l'électricité. Typiquement, vous avez des panneaux solaires chez vous, votre voisin, il a une toiture qui est super mal exposée. Vous mettez d'accord avec votre voisin, vous dites, tout ce que moi, je ne consomme pas et qui part sur le réseau, potentiellement, si tu le consommes à ce moment-là, tu peux le prendre. Et vous fixez un prix ensemble, et en gros, le tour est joué. C'est la configuration vraiment qui est la plus simple. La deuxième possibilité, c'est de partager son électricité au sein d'un même bâtiment. Alors, il y a des définitions techniques du qu'est-ce qu'un même bâtiment, mais pour prendre un exemple simple, vous avez une copropriété, les panneaux sont sur le toit de la copropriété, généralement, du coup, la production va être reliée au commun, qui profite juste sur les parties communes, et tout le reste part sur le réseau. Et donc là, ici, de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de partager et de redistribuer auprès des copropriétaires cette électricité, sachant que chaque unité de la copropriété a des codes EAN différents. On amène le terme EAN, ça y est, c'est un terme important. C'est le numéro de compteur le numéro de votre compteur, pardon. Et idem par rapport au partage du pair à pair, on va définir un tarif ensemble au niveau de la copropriété, et vous avez un partage au sein d'un même bâtiment. Et le troisième type de partage, c'est finalement le terme qu'on connaît le plus, ou dont on parle le plus, ce sont les communautés d'énergie, qui peuvent être à la fois soit renouvelables ou citoyennes. Renouvelable, ça veut dire ce que ça veut dire. On part sur de l'électricité qui est uniquement renouvelable, mais à partir du moment où on a une communauté, ça veut dire qu'on a plusieurs lieux qui sont différents. Donc on a une communauté de personnes qui sont à la fois potentiellement producteurs et ou consommateurs, et on va se partager l'électricité à partir de ces lieux différents. Donc là où ça change fortement, c'est qu'il y a une nécessité de mettre un cadre juridique et d'avoir une structure juridique spécifique pour les communautés d'énergie, ce qui complexifie quand même la donne.
L'aspect citoyen, les communautés d'énergie citoyenne, globalement, c'est à peu près la même chose. La différence, c'est que vous avez la possibilité potentiellement d'intégrer des outils de production qui sont non renouvelables. Typiquement, on pourrait parler d'une cogénération au gaz qui pourrait être mise dans les outils de production sur une communauté d'énergie citoyenne. Et aussi, on a des tailles qui peuvent être différentes. Donc, en fonction des législations, et ça, je pense que tu y reviendras, il peut y avoir des limitations à ce qu'est une communauté d'énergie renouvelable. Et donc, on va passer sur le format citoyenne, ce qui, dans les faits, peut-être ne change pas grand-chose, même si on n'utilise que du renouvelable. Donc ça, c'est un peu les trois types de partage qui sont présentés dans ces directives européennes. Et comme je le disais, finalement, chaque région a décidé de réinterpréter ou de reprendre certains éléments ou non. Mais donc, on n'est pas obligé de reprendre l'ensemble des possibilités au niveau du décret. Et donc, c'est intéressant de comparer finalement l'approche notamment bruxelloise et wallonne, puisqu'à Bruxelles, on a 2 ans d'expérience maintenant et il y a plusieurs centaines maintenant de partage d'électricité, pas forcément de communauté, parce que ça, on a dit c'est un peu plus compliqué, donc il y en a quelques dizaines, je pense, à Bruxelles maintenant. Mais il y a un aspect pour l'instant dont je n'ai pas encore parlé, c'est notamment les fameux frais réseau. Alors, on n'a pas spécifié, mais donc sur une facture d'électricité, c'est pas toujours clair pour tout le monde, mais il y a vraiment 2 aspects. Il y a la partie d'abord énergie, donc vraiment la production d'énergie, voilà ce que vous payez à n'importe quel fournisseur, que ce soit Engie, Luminus, Eneco ou peu importe. Et la partie frais de réseau qui en fait est parfois plus élevée en fonction du prix réel de l'énergie que le coût même de cette énergie. Donc en général en Wallonie on est entre 13 et 15 centimes du kilowattheure juste sur les frais réseau, donc c'est un coût qui est important. Et donc à Bruxelles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel a été le choix? Le principe général, c'est que au plus on est proche de la source de production, au moins vous allez payer de frais réseau. Donc par exemple, quand on est au sein d'un même bâtiment, tout simplement, il n'y a pas de frais de réseau. On considère que l'électron il arrive le plus vite et donc vous ne payez pas de frais de réseau. Même si techniquement, quand on passe d'un compteur à un autre, on utilise le réseau. Même si c'est dans un même bâtiment, parfois c'est pas forcément simple à comprendre, mais le moindre millimètre de câble hors de votre maison ou hors de votre compteur que vous utilisez, vous utilisez le réseau. Et donc plus on s'éloigne, si vous allez prépartager avec votre voisin, en fonction de la distance à laquelle il est, les frais de réseau augmentent, et ainsi de suite. Et ça va se diviser selon que vous soyez en dessous d'une même cabine basse tension ou d'une cabine haute tension, etc. Donc par exemple à Bruxelles, si vous êtes partagé avec vos parents qui sont à Uccle et vous êtes à Jette, en fait les frais de réseau que vous allez payer, ils vont être similaires à n'importe quel client parce qu'on estime que la distance là est importante. Mais vous allez pouvoir jouer sur le coût de l'énergie. Donc au niveau de Bruxelles, évidemment, dans un territoire compact, ça a du sens. Mais le choix qui a été fait, c'est aussi un choix politique, c'est de donner un incitant réel finalement au système pour que ça fonctionne et de privilégier vraiment cette notion de proximité. En Wallonie, on a fait le choix de ne pas réduire les frais de réseau. Donc c'est la Coap, si je ne me trompe pas, qui estimait que finalement il n'y avait pas de preuve d'une réduction des frais pour les gestionnaires de réseau. Et donc ils ont dit non, c'est les mêmes frais de réseau pour tout le monde. Et donc ça change la donne puisque même si je distribue mon électricité gratuitement, la personne qui en bénéficie, elle va toujours devoir payer finalement les 13 à 15 centimes d'euros par kilowattheure. En plus de toutes les autres contraintes, et ça vous allez certainement nous en parler, que ça engendre de monter une communauté d'énergie. Le deuxième élément différenciant en Wallonie, c'est qu'elle n'a pas repris la possibilité non plus de faire du partage de pair à pair pour l'instant. Pour l'instant. Mais ce qui est dommage, puisque c'est au final la forme la plus facile en fait pour partager son énergie, et c'est même un système qui pourrait s'appliquer à une commune entre 2 bâtiments communaux. Aujourd'hui c'est pas le cas parce que du coup si on doit créer une communauté d'énergie, il faut plusieurs entités, etc. Et ça on aura là aussi l'occasion d'y revenir.
Donc ça, c'est pour les grandes différences. Et alors, avant qu'on s'attaque au projet concret, je voulais aussi préciser un petit peu un aspect, c'est que le partage d'électricité ou bien une communauté d'énergie, c'est moi ce que j'appelle un exercice comptable théorique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme je disais déjà, l'électron, finalement, il choisit le chemin le plus rapide pour être consommé. J'ai d'ailleurs appris récemment sur un sentier de l'énergie à Gèves, que je vous conseille, qui est très bien fait, que l'énergie voyage presque aussi vite que la lumière. Donc c'est vraiment très très rapide, donc c'est assez impressionnant. Donc vraiment, cet électron va choisir le chemin le plus rapide. Donc même si on a créé une communauté d'énergie ou un partage de pair à pair, vous n'avez jamais la garantie. Si par exemple vous faites un échange de pair à pair avec un voisin, mais au bout de la rue, vous n'avez jamais la garantie que votre voisin va réellement utiliser cet électron. Ça, c'est impossible de le savoir. Et donc, comment ce qu'on va faire? En fait, on va se baser sur les compteurs communicants. C'est vraiment la pierre angulaire du système, puisque c'est le seul qui va nous permettre à la fois de renvoyer les infos de production et de consommation toutes les minutes ou tous les quarts d'heure. En général, on va parler de quarts d'heure, de quarts horaires. Et donc, si on a un kilowattheure en surplus au niveau de la production, au niveau de mes panneaux, eh bien, un participant de la communauté consomme en même temps ce kilowattheure sur la même période quart horaire, eh bien, on va considérer par principe qu'il est autoconsommé au sein du partage, même si, dans les faits, on ne sait absolument pas dire si c'est ce kilowattheure-là, si c'est cet électron-là qui est vert, qui a été consommé. Donc, c'est vraiment un exercice comptable et ça engendre, du coup, une comptabilité, et on va le voir aussi dans les projets, qui est parfois un peu plus complexe, ou en tout cas qui engendre un suivi qui finalement est important, mais ça me semblait important de comprendre ce principe-là, puisque parfois on se dit, tiens, on va tirer un câble chez notre voisin. Non, ça se base évidemment sur les compteurs communicants. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Non, c'était clair? Très clair. Donc ça, c'est la théorie. Il y a eu un petit peu d'actualité dernièrement aussi, puisque donc, c'est la situation en Wallonie, mais l'Europe a décidé aussi de repréciser encore un petit peu les choses, puisqu'on l'a dit, la directive, elle date de 2019, donc il y a déjà eu des évolutions entre-temps. Évolution. En fait, il y a eu une directive qui a été votée au mois de juin, donc c'est vraiment très récent au niveau européen, donc qui en effet reprécise un petit peu, notamment, pas que, mais notamment le partage d'énergie. Alors, je ne vais pas ici décortiquer la directive parce que ça serait vraiment très long. Mais disons que qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, à simplifier finalement ces activités de partage d'énergie. Cette directive va surtout pousser les États membres à inciter, à offrir plus d'incitants au partage d'énergie. Donc on peut imaginer des incitants financiers par exemple. Donc pour vraiment amener de plus en plus de projets d'activité, enfin de projets de partage d'énergie et faciliter l'accès à ces partages d'énergie, et notamment aux citoyens. Ils mettent aussi vraiment un focus sur les publics précarisés, donc vraiment l'aide à faire entrer ces publics précarisés dans des partages d'énergie, donc donner vraiment accès à ces publics, à ces possibilités de partage. Donc voilà, dans les grandes lignes, je ne vais pas revenir. Il limite aussi parfois certaines productions au sein des partages d'énergie. Là, on est plus dans une vision de peut-être éviter les big machines, si je peux un peu les présenter de cette manière. Là, plutôt dans la vision CEC, enfin, communauté d'énergie citoyenne, qui pourrait être très très large. Donc voilà pour les grandes lignes. Donc tout ça pour expliquer qu'en fait, la réglementation et les dispositions qu'on a aujourd'hui vont être amenées à évoluer. Notamment parce qu'il y a cette volonté au niveau européen, mais chez nous également, en région Wallonne, il y a cette volonté. C'est-à-dire que il a été annoncé dès le départ qu'après 1 an de cas pratiques, de partage d'énergie, de toute façon au niveau régional, ils allaient un peu revoir les dispositions, les réglementations peut-être pour finalement les adapter. Donc il y a vraiment cette volonté, tout ça pour vous dire que le cadre qu'on a aujourd'hui va être amené à être sensiblement modifié dans les mois, années à venir. Une procédure de simplification. La simplification, j'ai oublié de citer aussi, il y a vraiment cette vision de simplification que je pense qui est inévitable. Présente en région. Voilà. Très bien. Je le disais en entrée, chez IDETA, vous vous êtes positionné très tôt, enfin parmi en tout cas les premiers sur les CER, puisque donc
c'est seulement depuis quelques mois qu'officiellement Ouais. on peut créer, monter une communauté d'énergie, mais il y avait malgré tout des projets pilotes qui existaient déjà, et derrière ça, on trouvait IDETA. Ça arrive. Tout à fait. Donc, le tout premier projet, donc c'était vraiment au moment du Clean Energy Package en 2019. Donc, on a répondu à un appel à projet territoire intelligent, Coleco, dont on parlera un petit peu plus précisément par la suite. Donc, Coleco, c'est quoi le principe? C'est des communes qui mettent du photovoltaïque, on n'est que sur du photovoltaïque dans Coleco, et qui vont partager le surplus avec des citoyens. Donc, il y a vraiment cette vision commune, proximité, de la CER et citoyens, donc impliqués dans ce partage d'énergie. Donc l'idée, c'était de créer des outils numériques pour aider à l'émergence et à la gestion finalement de ces communautés. Donc ça, c'était en 2019. On a 8 communes qui ont répondu à l'appel à participation à ce moment-là, avec lesquelles on a développé tout ce trajet, on va dire, de réflexion sur quel quartier on allait finalement, quel quartier allait accueillir ces communautés, quels seraient les besoins en outils numériques, tout un trajet participatif aussi à mettre en place avec les citoyens, parce que faut quand même rappeler qu'en 2019, déjà aujourd'hui, c'est déjà un concept pas toujours très facile à comprendre, qui n'est pas forcément connu. Donc imaginez bien qu'en 2019, c'était pas très simple. Donc on a dû mettre en place toute une série d'ateliers avec les citoyens pour leur expliquer qu'est-ce qu'était ce partage d'énergie, qu'est-ce qu'il allait être finalement, parce que comme tu disais, la réglementation n'était pas en place. Et donc voilà, on a travaillé avec 8 communes. On a fait un nouvel appel à participation au mois de mars. Et là, nous avons 6 nouvelles communes qui rentrent dans la danse Coleco, dont Enghien, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc on avait ce Coleco, donc commune citoyen. Il y a eu le projet Zelda. Alors là, ça sera plutôt la vision que HAT apporte à son projet de CER. Donc Zelda, c'est quoi? Et notamment avec les autres ADT de Région Wallonne, l'objectif est de créer 33 communautés d'énergie renouvelable au sein de parcs d'activités économiques. Donc là, c'est une vision différente, commune toujours, mais entreprise. Oui, parce que c'est vrai qu'on a, et c'est la volonté un peu de l'Europe, de se réapproprier l'énergie au niveau citoyen, mais il y a un aspect où les entreprises peuvent se regrouper ensemble aussi pour créer des communautés d'énergie. Tout à fait. Alors, dans le cas d'une CER, donc pour repréciser ce que tu disais au début, ce seront des petites et moyennes entreprises. Donc oui, Zelda, ce ne seront que des petites et moyennes entreprises. Et j'en viens à un autre projet on a dû finalement ouvrir la porte aux grandes entreprises, parce que nous avons des grandes entreprises au sein de nos parcs d'activités économiques, mais celles-ci ne peuvent pas participer à des activités, à des communautés d'énergie renouvelable. Par contre, elles le peuvent dans des communautés d'énergie citoyenne. Donc nous avons créé Wapi Green, qui est une communauté d'énergie citoyenne, qui donc, elle, n'est pas limitée à un périmètre, comme le serait une communauté d'énergie renouvelable. Donc là, on est sur tout le territoire, voire au-delà de la Wallonie-Picarde, et avec des grandes entreprises. Ça, c'est Wapi Green. Ça vous montre aussi un petit peu toutes les possibilités qu'on a dans ces partages d'énergie, publics différents, périmètres différents, parce que ça, c'est une des grandes différences entre CER et CEC, c'est que CER, tu es vraiment limité à ton périmètre, qui est celui de la commune, si on prend la proximité géographique en compte, et la CEC, par contre, elle n'est pas limitée, donc ça pourrait très bien être entre Enghien et Liège, par exemple, donc il n'y a pas cette limite de périmètre. Donc ça, c'est pour la CEC Wapi Green, qui vient d'être créée, la SBL vient d'être créée ici récemment, au mois de juin également. Et alors un autre projet, et là vraiment ça c'est vraiment un projet dans lequel on a testé le partage d'énergie, c'est Hospi Green. Donc Hospi Green a démarré en 2020-21, je ne suis plus sûre de la date exacte, mais quand bien même, donc c'est une communauté entre acteurs publics, donc IDETA, Ville de Tournai, CPAS de Tournai, les hôpitaux à l'époque, d'où l'appellation Hospi Green. Et donc, voilà. Et donc, on a pu tester finalement des clés de répartition, on a pu tester aussi des modes tarifaires grâce à cette dérogation qu'on avait reçue de la région Wallonne. Donc là, on a vraiment testé le partage d'énergie en tant que tel. Ce qu'il y a d'intéressant avec Hospi Green, et donc là on revient à cette notion de CER et CEC, pourquoi parfois on va devoir se diriger vers tel ou tel modèle, parce qu'on me pose parfois la question pourquoi. Et bien là par exemple, dans Hospi Green, il y avait les hôpitaux. Les hôpitaux, en fait, en recherchant bien et en travaillant avec la Coop, sont considérés comme des grandes entreprises.
donc finalement ne pouvaient plus faire partie de cette Hospi Green, mais on voulait leur laisser la porte ouverte, comme je le disais, au partage d'énergie, et donc on a créé une CEC dans laquelle ils peuvent venir finalement s'insérer. Voilà, dans les grandes lignes, on a d'autres projets en cours, mais ça c'est vraiment les grandes balises, les grands projets qui nous ont permis finalement de petit à petit appréhender ces partages d'énergie, que ça soit avec les communes, que ça soit sur un mode plus fonctionnement interne de la communauté, mais aussi avec des citoyens. Et par exemple, Hospi Green, est-ce qu'ils sont toujours sous le statut de projet pilote ou là, ils vont devoir passer sous le statut officiel de communauté d'énergie avec le cadre actuel? Alors, Hospi Green est devenu Certiplus. On a changé le nom vu que nous n'avons plus les hôpitaux. C'est ce que j'ai expliqué. Ils ont dû partir dans la CEC au Wapi Green. Donc là, nous sommes toujours entre acteurs publics, donc IDETA, Tournai, CPAS de Tournai. Et donc nous l'avons renommé Certiplus. Et on vient de créer la SBL. Donc les statuts ont été modifiés. Donc ici, dernièrement. Et ici, je suis dans finalement le processus de notification à la COAP, parce que ça, c'est la première procédure à respecter. Et ensuite, je me lancerai dans la demande d'autorisation de partage d'énergie. Ok, parfait. Je te propose qu'on passe sur les outils après. On va du coup, maintenant qu'on a bien dressé le tableau et l'historique et un petit peu tous les projets, de voir justement comment... à Ath et Enghien, vous êtes insérés là-dedans, et peut-être commencer avec toi, Mathis. Finalement, quelle a été l'approche au niveau de la ville voilà, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit on saute dans le wagon de la communauté d'énergie, voilà, quel était un petit peu l'objectif derrière? Mais il faut savoir qu'à Ath, l'historique est un peu particulier dans le sens où ça fait déjà longtemps maintenant qu'il y a une réflexion autour du partage d'énergie. Bien déjà avant 2019, avec des idées en tête qui parcouraient les différents services de la ville. Et évidemment, en tant que signataire de la Convention des maires, le partage d'énergie renouvelable en particulier nous intéressait pour une diminution des émissions de CO2. Et il y a eu deux opportunités que la ville d'Ath a saisies. D'une part, il y a le projet Zelda que Aurélie évoquait, qui est donc à destination plutôt des PME et des parcs d'activités économiques. Donc le projet Zelda, nous, on s'y est intégré, avec le périmètre tout d'abord défini du zoning des primes verts, qui est un zoning où il y a différentes petites et moyennes entreprises, ainsi qu'à proximité le CPAS, un hôpital, etc. Donc il y a aussi une activité dans le domaine tertiaire qui est présente. Et ne sachant pas à ce moment-là, puisque c'était en 2019, quel était finalement le périmètre qu'on pouvait... considéré dans une CER, on s'est focalisé sur ce zoning-là. Donc, grâce au projet Zelda, on a pu faire des études de prédimensionnement, on a pu faire des enquêtes de terrain avec les acteurs privés et du tertiaire pour voir un petit peu sonder leur intérêt en la matière. On a remarqué d'ailleurs que le domaine privé était vraiment très, très intéressé par le partage d'énergie. Peut-être plus que les citoyens Vu que nous n'avons pas sondé les citoyens, parce que cette démarche Zelda se focalisait sur les PME, là on ne sait pas avoir d'éléments comparatifs, mais en tout cas on a vraiment identifié le secteur privé comme très intéressé par la démarche. Et donc on a vraiment pu communiquer à ce sujet auprès de ces différentes entreprises. En parallèle, plus ou moins dans le même timing, on a dans le centre-ville d'Ath ici, le collège Saint-Julien, qui est un collège secondaire, qui avait comme projet de réisoler ses toitures et d'y installer potentiellement des panneaux solaires. Et donc les services de la ville d'Ath s'y sont intéressés et ont proposé aussi, on discutait un petit peu de ce partage d'énergie. Il faut savoir que le collège Saint-Julien est à proximité directe, c'est attenant, de la piscine communale, qui est gérée par la régie communale autonome. Et donc là, on s'est dit, tiens, on a ici un potentiel de production photovoltaïque important, avec des horaires de consommation au sein du collège qui étaient limités, puisque c'est en semaine, on a les congés scolaires durant lesquels la consommation ne s'effectue pas. Et à côté, on a une structure qui est très consommatrice, très énergivore, qui dispose déjà de ses panneaux solaires, mais qui ne couvre qu'une faible partie finalement de ses consommations. Et donc là, on a un peu discuté avec le collège Saint-Julien, et le collège s'est montré très réceptif et a suivi... Pardon, c'est une école communale ou... Pas du tout. Pas du tout, ok, d'accord. Pas du tout, c'est une école du réseau libre, secondaire ici, et donc il y a vraiment eu un partage
de connaissances. La Vildat et le collège s'est aussi en parallèle intéressé à la question, a suivi des ateliers, etc. Et finalement, là, on avait 2 projets qui étaient sur la table, donc avec le collège Saint-Julien et le projet Zelda, que nous avons voulu réunir en un seul projet qui avait du sens. Et c'est ainsi qu'on a pu réunir les partenaires dans un premier temps, que sont la Vildat, la régie communale autonome qui gère la piscine, le collège Saint-Julien, le CPS et IDETA. Et ensemble, on a co-construit finalement ce projet de CER. On s'est retrouvé dans le timing où on avait déjà une idée de projet assez aboutie, mais le cadre légal, lui, n'était pas encore bien défini, il y avait encore beaucoup de flou. Du coup, on a été bloqué pendant un petit temps. Et ici, au début de cette année, en juillet précisément, on a pu créer l'ASBL, signer les statuts avec les différents membres, avoir l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration. Et du coup, le projet se concrétise de façon... se concrétise ici en ce début d'année pour aboutir à un partage d'énergie. Il nous reste encore à effectuer la notification, la notification à la COAP et l'autorisation pour le partage d'énergie. Ok, donc c'est pas encore effectif, quoi. Non, ici on est vraiment dans la procédure de notification. Pour chacune chacun des projets que je t'ai cités, on est vraiment dans cette étape de notification. Est-ce que vous pouvez peut-être expliquer c'est quoi cette procédure de notification, que tout le monde comprenne bien? C'est-à-dire on doit quoi, avoir l'autorisation de la COAP qu'est-ce qui fait qu'on est notifié ou pas? Je prends la parole sur ce coup-là. Allez, je me charge pour les communes de faire cette notification. C'est une notification, donc c'est pas une demande d'autorisation, mais quelque part la COAP doit reconnaître ta communauté officiellement en disant ok, la communauté d'énergie Primser par exemple est reconnue comme communauté d'énergie renouvelable en région wallonne. Donc ça c'est une étape obligatoire par laquelle tu dois passer. Donc là c'est juste la reconnaissance de ton entité juridique qui vient d'être créée quelque part, de tes statuts. Ensuite, il va falloir faire une autorisation. Donc là, on parle vraiment d'une autorisation, une demande d'autorisation de partage d'énergie. Donc de nouveau, formulaire en ligne, parce que tout ça, c'est sous forme de formulaire, avec beaucoup d'annexes à y joindre. Évidemment. Donc formulaire à remplir en ligne, à envoyer à la COAP, qui, pour l'autorisation de partage d'énergie, évidemment, va travailler avec le GRD, au RES ici, pour la région. Là, dès qu'on aura fini la notification, on entamera cette seconde étape, qui est plus conséquente que la notification. C'est vrai qu'ici, on a créé les ASBL, par exemple, de Primser à Ath au mois de juillet. Comme le disait Mathis, on n'a pas encore notifié parce qu'il faut faire passer tout ça au conseil, aux différentes instances, CPS, RCA, communes, etc. Et bon, comme vous le savez, on est dans une période aussi qui ne permet pas d'avancer aussi rapidement qu'on le voudrait. Donc voilà, on est vraiment dans ces étapes ici, mais c'est en train d'être clôturé et donc on devrait ici notifier dans les mois à venir et demander l'autorisation à partir de 2025. Voilà. Oui, parce qu'ici, effectivement, on est dans une approche et dans un choix qui part d'un nombre d'institutions publiques, semi-publiques. Et donc, effectivement, j'imagine que chaque institution doit valider aussi la participation en interne. Et donc, il y a tout un processus administratif d'approbation par les différents conseils, que ce soit conseils communaux, conseils du collège ou les conseils d'administration des autres organes, qui est aussi chronophage dans cette démarche et qui est une notion importante. Et c'est là qu'il est vraiment important de bien communiquer et que tous les membres parlent d'une même voix et qu'on soit dans un climat de confiance, justement, pour que ce processus se déroule au mieux et qu'on ne soit pas ralenti dans la démarche. Alors, du côté d'Anguien, l'approche était peut-être un peu différente. Est-ce que tu peux nous refaire un petit peu l'historique de votre projet? Alors, à Anguien, ça fait peu de temps qu'on a finalement des installations photovoltaïques. La première grande, parce qu'on avait des petites installations, mais le compteur tourne à l'envers, on est sur le principe de compensation. Donc ça fait seulement 2 ans qu'on a des grosses installations avec plus de 60 panneaux. On en a une récente à 216 panneaux. Et donc maintenant, clairement, on injecte beaucoup d'énergie sur le réseau. Et notamment, sur une grande résidence, on a mis les 216 panneaux, ce sont 11 maisons mitoyennes, mais comme le parc d'Anguien était juste à côté, qu'il y avait beaucoup de bâtiments énergivores, on a branché ces panneaux sur la cabine de tension du parc et pas sur les résidents. Ce qu'on trouvait dommage, parce que les résidents Oui, donc ils ont des panneaux sur leur toit et ils peuvent pas en profiter. Et c'est pas pour eux, donc en fait on a des logements communaux à Anguien,
Et ils ont subi les travaux, mais c'est beaucoup trop pour eux. Finalement, il y a 10 fois de trop, je pense, plus ou moins. Et donc, on s'est dit, tiens, Communauté d'énergie, c'est l'occasion de donner à ces citoyens l'énergie qu'on injecte, surtout que le parc a une consommation très alternative, c'est en fonction des locations, des événements. Il n'y a parfois pas grand-chose la semaine ou le week-end, donc voilà, on injecte beaucoup. Et donc voilà, on s'est dit, tiens, de toute façon, il fallait commencer à penser à ces communautés d'énergie, parce que depuis cette année aussi, ceux qui installent des panneaux photovoltaïques n'ont plus droit à la compensation, donc ils doivent trouver des moyens de mieux vendre leurs kilowattheures. Et on s'est dit, tiens, si nous on fait une communauté d'énergie, on va aussi pouvoir donner envie aux citoyens d'en faire aussi eux-mêmes, en plus, parce que c'est vraiment nécessaire. Et donc voilà, Coleco tombait pile au bon moment. On a à peine une année d'observation pour voir combien on injecte, et je vois qu'on injecte plus de 50%. Donc il faut vraiment qu'on fasse une communauté d'énergie, parce qu'on le revend malheureusement très peu cher le kilowattheure sur le réseau. Oui, c'est ça, c'est quelques petits centimes. Quelques centimes au lieu de 10-15 auxquels on l'achète, donc c'est quand même conséquent. Et donc Coleco tombait au bon moment, et donc là on est en train de définir les partenaires, les citoyens. Nous on aimerait bien aussi des commerces pour pouvoir donner justement envie que ces gens en parlent autour d'eux, et se dire tiens, moi je suis dans une communauté d'énergie, c'est intéressant financièrement aussi, d'un point de vue environnemental, d'autoconsommer l'énergie qu'on produit en bien. Et donc voilà. Et comment vous allez les chercher du coup, ces citoyens? Donc il y a ceux qui sont locataires de ces logements sociaux. Communaux, oui. Communaux, pardon. Donc vous avez fait quoi? Vous avez fait des réunions? Comment ça se passe? Alors la première séance d'information, on commence par ça, sera en novembre. Ok. Et donc là, on va voir un petit peu quels sont les intérêts. On a aussi l'école, une grande école à Enghien qui nous a approchés parce qu'eux vont installer 400 panneaux. Ils sont bien aussi en train de se rendre compte que dans les écoles, il y a une injection qui est énorme pendant les vacances. Puis même eux ont une partie de la journée, ils ont même trop d'énergie pour eux-mêmes, même quand l'école est en activité. Et donc voilà, ils se disent mais comment on va faire? Et donc on est en train un peu de voir via des séances d'information, via les gens qui nous approchent. On a déjà eu eux et une autre aussi, une entreprise qui a mis beaucoup de panneaux, qui nous a approchés. Et donc maintenant on va un peu voir avec IDETA comment on va sélectionner en fonction des profils de consommation finalement, pour que toute l'énergie qu'on produise soit autoconsommée sur notre territoire. Oui, parce que là tu mets le doigt sur un aspect très important, c'est d'arriver à mesurer finalement quelle quantité d'électricité on peut autoconsommer. C'est ça. Et ça, c'est un élément sur lequel IDETA, justement, vous avez avancé, vous avez créé des outils pour justement calculer ça, parce que c'est un élément très important de la rentabilité. Tu peux peut-être nous parler du coup un peu de ces outils-là? Je vais parler des outils, je vais commencer par celui qui nous permet finalement de simuler la complémentarité des profils qu'on mettrait dans une communauté. Donc je reviens à Coleco, parce que c'est dans le cadre de Coleco qu'on a développé différents outils, notamment Solaris, cette plateforme qui s'appelle Solaris, dans laquelle on va pouvoir finalement visualiser des consommations et des productions, simuler également celles-ci au sein d'une communauté. Donc ça, c'est un de mes collègues. Donc il faut savoir que chez IDETA, on est à plusieurs à travailler sur les CER. Aujourd'hui, je me présentais en tant que coordinatrice POLEC territoriale, mais bientôt, en fait, je vais passer et je vais être dédiée, pas uniquement, mais principalement au CER, parce que ça représente beaucoup de travail, mais avec d'autres personnes au sein de mon département. On est plusieurs à travailler sur ces projets, parce que voilà, ça demande beaucoup de travail, de ressources d'énergie, de ressources humaines. Et donc, j'ai un collègue qui est plus sur la partie technique, qui va simuler toute une série de profils, les profils qui seraient intéressés de participer ici à Coleco, par exemple, via cette plateforme Solaris. Donc ça, c'est un premier outil. Alors, je présenterai les autres outils, mais j'en profite pour un peu expliquer comment ça va se passer finalement, où on va mettre les curseurs pour pouvoir se dire, ok, jusqu'à quel point on peut accueillir de nouveaux profils, quels profils sont intéressants d'intégrer ensemble dans cette communauté. Donc il y a deux curseurs qui sont importants. Tu as le taux d'autoconsommation collective, ça on en a déjà parlé. Alors pour l'expliquer, c'est plus facile avec des petits schémas, mais je vais essayer de le présenter. Je vais essayer de l'expliquer. Faut être visuel avec la voix. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que le taux de consommation collective, finalement c'est un rapport à la production totale de la communauté. Donc quelle part de cette production va être absorbée par la communauté? Donc c'est ça le taux de autoconsommation collective. Donc évidemment l'idée c'est d'atteindre le plus haut
taux d'autoconsommation collective. Comme ça, on ne réinjecte pas ce surplus sur le réseau. Si on produit 50 MWh, on va viser peut-être 45 MWh qui vont être autoconsommés par l'ensemble des participants à la communauté. Voilà, et ça, on va pouvoir le faire en intégrant des gens, augmentant le nombre de consommateurs au sein de la communauté, mais également des profils variés qui vont venir compléter les écoles des citoyens qui sont là le week-end. Ça pourrait être des commerces qui fonctionnent le week-end aussi, pour vraiment autoconsommer un maximum au sein de la communauté. Donc ça, c'est un premier curseur qui sera vérifié au sein de Solaris, finalement, simulé au sein de Solaris. Puis il y a quand même ce deuxième paramètre qui est très important aussi, qui est le taux de couverture. En tout cas, chez nous, on l'appelle taux de couverture. Je sais que j'ai déjà entendu taux d'autoproduction, taux d'autosuffisance. Qu'est-ce que le taux de couverture ? Je vais continuer à l'appeler taux de couverture. Donc là, c'est un rapport à la consommation totale. Donc, quelle est la part de ma consommation ou de la consommation totale de la communauté qui est consommée couverte par la production de la communauté. Donc ça, c'est un autre curseur qui est important, parce que quelque part, ça, si on pense individuellement, mon taux de couverture, si je ne couvre que 5% de ma production totale par un partage d'énergie, prix qui normalement est plus attractif, finalement, je vais sentir que très peu d'impact sur ma facture. Donc l'idée, c'est quand même de trouver toujours un équilibre entre ce taux d'autoconsommation collective, mais aussi un taux de couverture, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt pour moi, en tant que personne, par exemple, en tant que citoyen, de venir couvrir que 5% de ma consommation, sinon j'ai pas d'impact réel. Oui, ou même en tant qu'institution. Ou même en tant qu'institution. Donc il y a toujours cet équilibre. Alors dans Coleco, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on est vraiment dans cette philosophie de comment on va augmenter ce taux de couverture, c'est en déplaçant les charges. Donc on parlait de le fait d'inviter les gens à participer à ce projet. On va également leur proposer toute une série d'ateliers, ça fait partie du parcours Coleco, où finalement on va leur apprendre à réfléchir à leur consommation, réduire leur consommation avant tout, bien sûr, mais ensuite se dire, voilà, aujourd'hui je consomme de cette manière, demain, dans une communauté d'énergie dans laquelle il y a du photovoltaïque, aller consommer comme aujourd'hui au moment où il y a du soleil. Et donc déplacer ces charges, j'entends par là par exemple faire sa machine à laver, son lave-vaisselle, mettre le boiler plutôt électrique plutôt la journée plutôt que la nuit, comme on en aurait peut-être l'habitude en bi-horaire. Donc on va vraiment venir augmenter la consommation au sein de la communauté, donc le taux de couverture de chaque participant. Donc c'est toujours l'équilibre entre ces deux curseurs, si tu veux, parce que évidemment, à un moment ou à un autre, ils vont rentrer en conflit aussi, ces curseurs. Donc il faut à un moment limiter aussi, pouvoir simuler pour dire, maintenant je peux plus intégrer de nouvelles personnes, sinon mon taux de couverture, je peux plus non plus augmenter, je dois augmenter mon nombre de personnes à l'inverse, parce que là, voilà, c'est toujours un peu voir le vase communicant entre ces deux curseurs. Donc voilà, ça c'est notamment Solaris qui nous permet de le faire avec des simulations, ce qu'on fera, ce qu'on a déjà fait pour Ath, mais ce qu'on fera évidemment à Enghien avec les personnes intéressées, les commerces intéressés, etc. Ça me permet de faire la transition, de voir justement vous comment vous avez défini finalement les acteurs de votre communauté d'énergie, justement pour que ça colle, que ça matche avec ces différents curseurs-là. Mais à Ath, nous, on s'est basé forcément sur l'expertise d'IDETA et on a voulu tout d'abord travailler avec des acteurs déjà de confiance qu'on connaissait, avec lesquels on a déjà travaillé, pour avoir d'une part un climat de confiance qui permet d'aboutir à du résultat, mais aussi avec des profils de consommation et de production qui étaient très complémentaires. Et avec ce type d'entités actuelles qui sont publiques, parapubliques, on sait aussi jouer sur ces comportements de consommation notamment, en se disant, voilà, au sein d'une CER, on va vous demander peut-être de consommer différemment, mais avec ces interlocuteurs-là justement qui sont de confiance, on a une communication un peu plus aisée et on a un peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir adapter ces comportements. À la suite, ce sera ouvert aux PME, mais c'est une fois que la CER en tant que telle, Primcer, sera effective et qu'on aura pu avoir un petit peu d'expérience dans ce domaine. Mais on a voulu vraiment travailler avec ce noyau d'acteurs parce qu'on avait cette possibilité, cette flexibilité au sein des comportements de consommation et en plus une complémentarité production-consommation.
Oui, ce que tu veux dire, c'est qu'a priori, c'est peut-être plus délicat ou compliqué de demander à une entreprise de dire ne consommez pas à tel moment ou modifiez vos comportements de consommation. Comment est-ce que vous le gérez, par exemple, au niveau du parc, ou comment est-ce qu'il y a déjà eu des discussions là-dessus à Anguin? On n'en a pas encore vraiment discuté. Maintenant, c'est vrai que nous aussi, on veut amener nos bâtiments communaux aussi dans la CER. Donc, on a des bâtiments qui produisent beaucoup d'électricité, mais on va peut-être adapter aussi les bâtiments qui ne peuvent pas être équipés de panneaux photovoltaïques parce qu'ils sont classés à consommer à certains moments. On a des voitures électriques maintenant, clairement, il va falloir par exemple modifier ses comportements. Maintenant, avec les futurs partenaires, on va voir si ils ont tout intérêt en fait à accepter de modifier leur comportement finalement. Donc, parce qu'au plus on autoconsomme, au plus la facture va baisser. Donc je pense que c'est comme ça qu'on va travailler a priori. C'est qu'on a tous intérêt finalement à autoconsommer l'énergie qu'on produit. C'est vrai que de toute façon, dans ces projets de communauté d'énergie, ce côté participatif, c'est là où il y a aussi un énorme travail à faire pour changer les mentalités, les habitudes. Alors que ce soit de citoyens, c'est pas toujours simple, vraiment honnêtement. Donc ça demande un long travail aussi de terrain, d'animer, de sensibiliser. Excusez-moi. Voilà, désolé. Les joies du direct. Oui, donc ce travail est assez conséquent, mais on y passe du temps. On va dans chacune des communes pour travailler en soirée avec ces citoyens, pour changer ces comportements, leur apprendre à consommer, comme je disais, quand il y a du soleil, ici Coleco, donc photovoltaïque. Ça sera le même travail qui sera fait avec les entreprises. Alors, on sait que peut-être il y a moins de flexibilité, mais il y a toujours des moyens et certains postes qu'on peut peut-être modifier aussi dans les entreprises. Donc il y a aussi ce travail qui sera prévu avec les entreprises. Mais c'est vrai que voilà, c'est une grosse part du boulot aussi, c'est ce changement d'habitude. Oui, parce que on a pas beaucoup parlé finalement des compteurs communicants, etc. Mais en Wallonie, particulièrement pour les citoyens ou même pour les communes qui ont des petits bâtiments, comme tu disais, avec des petites productions, on a toujours ce principe du compteur qui tourne à l'envers et qui n'incite aucunement justement consommer l'électricité quand elle est produite. Donc c'est vrai qu'il y a moi, le mot que je voyais en tête, c'était un travail d'évangélisation presque à ce niveau-là, qui est quand même assez important. Et ce compteur communicant, il pose peut-être aussi d'autres problèmes, ou alors peut-être on peut aborder justement la question un petit peu des difficultés, comment arriver à intégrer, par exemple, sur la précarité énergétique, comment arriver à intégrer des allocataires sociaux qui aujourd'hui bénéficient d'un tarif social, mais s'ils passent en communauté d'énergie, ils n'ont plus le tarif social. Donc comment est-ce que vous gérez potentiellement ça, peut-être sur les aspects citoyens, et un petit peu quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous avez connues dans le processus, ou encore pour y arriver? Alors, au niveau de la précarité énergétique, du tarif social, là on a un blocage, je pense, législatif. On ne pourra pas faire grand-chose. Par contre, effectivement, moi je rencontre beaucoup de gens qui ont un peu peur de ce compteur communicant, et donc là on doit vraiment communiquer sur le fait qu'on n'est pas en train de fliquer les gens, ils ne perdent pas leur compensation. Et que c'est vraiment bénéfique pour le réseau. Il y en a qui ont des panneaux photovoltaïques, pour donner un exemple, qui ne veulent absolument pas mettre le compteur communicant, mais au reste, le conseil vivement, voire l'impose, pour éviter les décrochages et savoir effectivement quels travaux il doit faire sur le réseau. Et donc une fois qu'on explique, écoutez, si vous mettez un compteur communicant, peut-être que le réseau va arrêter, il y aura moins de décrochage photovoltaïque, vous avez tout intérêt à l'avoir. Donc je pense qu'on est vraiment sur une communication et le positif du compteur communicant, parce qu'il n'y a pas vraiment de négatif finalement, surtout qu'il est gratuit encore pour le moment. Et de toute façon, d'ici 2030, on devra tous autoconsommer, on aura tous à gagner à autoconsommer, parce que le compteur ne tournera plus à l'envers pour tout le monde. Oui, alors après je me fais l'avocat du diable, mais 2030 ça peut paraître loin pour les gens aussi. Oui, on y sera très vite, donc finalement on doit se préparer. Oui, tout à fait. Est-ce que il y a d'autres difficultés que vous vivez, dans tout le processus indépendamment de oui, ça peut être autre. De difficultés, nous ça a été vraiment en termes de compétences administratives, juridiques, légales, puisque le cadre légal venait de sortir quand on a créé la CER. On manquait justement en tant que commune d'outils pour bien interpréter la chose, pour créer une ASBL qui n'était pas une ASBL paracommunale. Personne au sein de la commune, chez nous, n'avait d'expérience dans ce domaine. Et donc, c'est là que l'intervention de l'intercommunalité d'État était vraiment indispensable. C'est parce qu'on manquait de profils vraiment juristes pour mettre sur papier des statuts d'ASBL. Donc, il y a eu un gros
un gros travail justement à ce sujet pour que tout le monde soit bien d'accord, pour qu'on puisse avancer sans tout à fait connaître tout cet aspect juridique. Et sinon, en frein, forcément, il y a pas mal d'administratifs liés à ces aspects juridiques et création d'ASBL qui ont été identifiés, mais qui ne sont pas insurmontables. On y est arrivé, donc c'était possible. Mais c'est vrai que là, en termes de compétences, j'insiste bien là-dessus, c'est avoir les outils et les compétences en termes de ressources humaines pour pouvoir construire ces aspects-là. Si je ne me trompe pas, il y a un facilitateur quand même au niveau de la région wallonne, mais qui n'intervient peut-être pas sur ces compétences-là, justement, ou dans le soutien juridique, ce genre de choses. Il y a la structure Serwal. Oui. Voilà. Après, honnêtement, je ne sais pas à quel maillon de la chaîne, j'ai envie de dire, ils interviennent, mais j'imagine que c'est possiblement sur toute la chaîne de valeur d'une communauté. Donc c'est vrai qu'il faut voir ça un petit peu, la création, comme le disait Mathis, d'une communauté comme une chaîne dans laquelle il y a plusieurs blocs. Il y a premièrement la recherche du périmètre, finalement se dire quel périmètre j'inclus dans ma CER, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour ce partage d'énergie, quel bâtiment j'y intègre, quel profil, etc. Il y a toute cette partie juridique aussi, donc les statuts, le côté administratif avec la notification, les demandes d'autorisation de partage d'énergie, le trajet participatif. Ensuite, il y a la gestion de cette communauté, parce qu'une fois que tout ça est mis en route, eh bien, il faut qu'il y ait un gestionnaire de cette communauté, donc qui notamment continue à suivre les curseurs dont je parlais précédemment dans la communauté, qui puisse facturer aussi tout simplement au sein de la communauté. Donc voilà, ça c'est tout des maillons de cette chaîne qui parfois, je pense que c'est ce que relevait Mathis, n'est pas facile d'avoir ces ressources, toutes ces compétences au sein d'une commune. Donc voilà, ça c'est ce que, en tout cas nous on propose chez IDETA et que j'imagine Serwal peut proposer également en tant que facilitateur. Au niveau de la facturation, justement, vous avez une idée comment ça va se passer dans vos CER ? Nous, ici, au sein de PrimSer, il y a donc un délégué à la gestion journalière et administrative qui est IDETA, justement, qui s'occupe de cette facturation. Donc, Aurélie, peut-être tu sais Oui, donc de toute façon, il faut savoir que dans chacune des communautés et les projets que je t'ai présentés précédemment, IDETA se positionne, ou en tout cas se propose, en tant que gestionnaire de ces communautés, parce qu'on a mis des outils en place qui nous permettent de le faire. On a les compétences. Là, c'est une autre personne qui s'occupe de ces aspects financiers. C'est pas moi qui le fais, mais donc IDETA va être gestionnaire des communautés qu'on crée ici en Wallonie-Picarde. Si les communes le souhaitent, bien évidemment. Okay. Si là, imaginons vous vous adressez du coup à l'ensemble des autres CPC, parce qu'ils écoutent tous et toutes évidemment le podcast, qu'est-ce qui... Voilà, si j'ai dans mon programme de travail la mise en place d'une CER, mais pour l'instant je suis nulle part, qu'est-ce qui vous paraît un peu le schéma le plus facile en tant qu'acteur communal pour se lancer dans une CER ? C'est une question difficile. Ouais, moi je dirais assez facilement qu'il faut être accompagné parce que c'est trop lourd en fait pour un CPC. Si jamais je devais le faire, je pense que ça me prendrait presque un mi-temps. Parce que techniquement déjà j'ai pas forcément toutes les compétences, administrativement on en a parlé, c'est très lourd, il y a le décret, les directives européennes, et alors point de vue organisationnel aussi ça va être très compliqué, donc faut se faire accompagner je pense, ou avoir beaucoup de temps en interne. Alors si une commune a effectivement un conseiller énergie qui peut s'y consacrer, moi je pense que c'est minimum un quart temps voire un mi-temps pour en monter une, en tout cas au début. Après ça peut tourner tout seul et plus facilement, mais moi c'est comme ça que je le vois. Je partage tout à fait son point de vue. N'étant pas là les prémices du projet, j'ai un peu plus de mal à donner des indicateurs, mais c'est vraiment l'accompagnement. Et puis avoir aussi un prérequis, je pense, qui chez nous a été vraiment un soutenant, c'est justement le soutien de notre conseil communal, des différentes instances qui s'y sont intéressées ou qui sont désormais membres de cette CER. C'est vraiment cette motivation groupée qui fait avancer les choses et qui fait que l'information percole bien, que tout le monde comprend bien les tenants et aboutissants d'une CER, parce que ça reste quand même un domaine qui peut être flou pour les différents services communaux
ou des partenaires. La CER, elle doit vraiment être bien expliquée aux différentes personnes pour qu'on puisse monter ensemble ce projet. Très bien. Avant d'arriver tout doucement vers les conclusions, il y avait un aspect qu'on commençait un petit peu à aborder ici, mais c'est la question de la rentabilité économique d'une CER. Alors, comme je le présentais au début, on sait qu'il y a déjà des entraves et qui compliquent potentiellement cette rentabilité économique. Peut-être une question double, c'est peut-être Aurélie de ton côté, comment est-ce que on peut la calculer, et surtout peut-être aussi quels choix ont été faits ou vont être faits dans vos communautés d'énergie, sachant que souvent c'est soit le producteur va un peu diminuer son prix et va moyennement s'y retrouver pour que ce soit pas trop cher, soit finalement les personnes qui vont participer à la communauté d'énergie vont payer un prix qui va être relativement proche peut-être du prix du marché pour que le producteur puisse s'y retrouver aussi. Donc comment est-ce qu'on, avec les conditions actuelles, comment est-ce qu'on peut gérer cette question de la rentabilité économique ? Donc là, je vais partager un peu notre expérience à ce sujet. Je ne donnerai pas de prix en tant que tel, parce que de toute façon, voilà, c'est des prix, c'est au cas par cas, ça va recommencer, désolé. Donc, de nouveau, je pense qu'il y a deux choses à prendre en compte lorsqu'on va fixer le prix de la communauté. Donc, la première chose, c'est finalement... Quand tu dis le prix de la communauté, c'est le prix du kilowattheure de revente. Voilà, de l'électron, on va l'appeler comme ça. Donc, quel prix sera sur l'électron de la communauté. Donc, tout d'abord, on prend en compte le producteur. Le producteur, son intérêt d'injecter finalement son surplus dans une communauté, c'est d'y gagner un peu plus que s'il le faisait sur le réseau. Donc ça, c'est le premier, de nouveau, curseur à prendre en compte, je pense, le paramètre, se dire, voilà, il faut proposer un prix plus intéressant au producteur, de racheter ce surplus plutôt que lui l'injecter sur le réseau. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte. Et puis, il y a l'autre côté, évidemment, c'est le consommateur. Là, c'est un peu plus complexe, parce que l'idée, c'est nouveau, c'est que l'électron il coûte moins cher sur la facture de la communauté que sur la facture de son fournisseur habituel. Alors là, évidemment, il y a toutes des choses à rajouter. Tu parlais des frais de réseau, bien sûr, les taxes, surcharges, etc., que de toute façon, tu devras payer aussi au sein d'une communauté sur une énergie partagée. Donc ça, c'est déjà une première chose. En région wallonne, voilà, malheureusement, il n'y a pas eu d'incitant à ce niveau-là. Ensuite, il y a d'autres frais à prendre en compte. Notamment, malheureusement aussi, les fournisseurs mettent une espèce de, je ne sais jamais comment l'appeler, de forfait. De forfait. Si tu fais partie d'un partage énergie, tu paieras autant d'euros par an. Donc ça, c'est aussi un frein, finalement. Oui, ça peut aller jusqu'à 150 €, je crois. Je pense que Luminus, c'est le plus... Je donne un nom. C'est pas grave. Bref, je pense que le plus élevé, c'est 150 €. Je me trompe peut-être, mais en tout cas pour le fournisseur, mais pour le montant, c'est 150 €. Ça, c'est la somme la plus élevée par an à payer si tu participes à un partage d'énergie. Ça, il y a un site sur Internet où vous pouvez retrouver ces espèces de forfaits. Parce qu'ils ont une gestion administrative en fait derrière, c'est pas automatisé. C'est pour ça aussi qu'ils doivent éplucher des fichiers Excel pour envoyer la consommation, etc. Les frais de réseau dont tu parlais toujours, même sur l'énergie partagée, n'apparaîtra pas sur la facture de la communauté, mais sur ta facture avec ton fournisseur. Donc, au reste, continuera ce comptage, mais c'est via la facture du fournisseur que tu paieras les frais relatifs aux électrons de la communauté. Oui. Ça complique. Simplification, s'il vous plaît. Oui, aussi, à un moment, voilà, ça c'est le genre de choses sur lesquelles nous on se casse la tête, honnêtement. Bien sûr. Si tu ne prends pas en plus en compte les axes, etc. Mais enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est vrai que voilà, c'est très complexe à ce jour. Donc voilà, je parlais de ces frais qui viennent en supplément, les forfaits que les fournisseurs demandent quand tu participes à un partage d'énergie. Il y a aussi les frais de gestion. Bon, ici, donc, typiquement, on propose aux communes d'être gestionnaires à moindre frais d'État, parce que, voilà, nous, on est facilitateurs, on est là pour aider. Je ne sais pas ce qu'un acteur privé pourrait demander pour cette gestion. Donc ça, c'est des frais supplémentaires que tu dois impacter sur la facture finale de tes consommateurs. Et que souvent, on va impacter au kilowattheure. Voilà, on va dire c'est 1, 2 cents. Par kilowattheure partagé, consommé au sein de la communauté, tu payes autant. Donc voilà, tout ça, c'est à prendre en compte pour que finalement, la facture finale de la communauté soit plus intéressante que la facture du fournisseur habituel. Et donc, il y a tous ces petits frais. Donc, c'est vrai que la rentabilité aujourd'hui, c'est pas simple, je vais pas mentir, au sein d'une communauté. Nous, on a la chance de pouvoir le faire parce que nous sommes là en tant que facilitateurs. Et donc, ces frais de gestion, quelque part, sautent quasiment
pour les communautés on prendra en charge, dont on prendra la gestion en charge. Donc voilà, et donc c'est toujours cet équilibre entre producteurs qui s'y retrouvent et consommateurs qui s'y retrouvent. Et c'est là que ton prix il est juste, en fait, il se situe entre les deux. Donc voilà. C'est déjà des discussions que vous avez eues avec les acteurs de vos communautés d'énergie, justement, cette notion de prix juste. Est-ce qu'on sait déjà, et on dit on n'est pas obligé de donner des prix, c'est pas ça l'idée, est-ce que vous arrivez à vous accorder sur un prix juste avec les différents acteurs ? Ça, au niveau de HAT, nous, ça a été discuté en conseil d'administration après la signature des statuts et approuvé. On sait qu'il y aura sans doute des réajustements à un moment ou à un autre à faire en fonction de l'expérience qu'on va avoir. Ça a été discuté, encore une fois, c'est de cette importance à avoir des acteurs de confiance où la discussion est franche et sincère qui est importante. Mais sinon, il n'y a pas eu de grosses réticences ou de gros doutes à ce sujet-là dans l'état actuel des choses. Chez nous non plus, on en a déjà discuté longuement. Le but, c'est que la communauté d'énergie soit effectivement plus rentable que si on était chez un fournisseur. Et l'intérêt finalement pour nous en tant que commune, enfin pour Enghien en tout cas, c'est de lancer une communauté d'énergie parce qu'on sent que ça a un intérêt, du sens au niveau de l'environnement et des réseaux qui vont être un peu moins utilisés. Enfin, avec tous les problèmes de réseau qu'on a actuellement, avec le photovoltaïque qui est trop nombreux, etc. Donc on aimerait vraiment alléger un peu cette charge sur les réseaux et autoconsommer le plus possible. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on est quand même un peu dans une situation où c'est les convaincus et les communes convaincues qui se lancent dans des serres parce que voilà, ça, on l'a entendu, ça demande quand même un investissement en termes de travail. C'est ça. Et on peut jouer sur la rentabilité, mais les marges sont quand même assez faibles aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que par rapport à toutes ces discussions de mise en place de ces communautés, ici on est dans un schéma, et c'est ce qu'on propose aussi avec nos communes partenaires, c'est de commencer entre acteurs de confiance, entre guillemets, donc ville, CPAS, etc. Et ensuite s'ouvrir vers le citoyen enghien, vers les PME à HAT. Donc de procéder par étapes. Oui, c'est ça, d'avoir, c'est aussi ce que je conseille à mes communes, c'est effectivement d'avoir des acteurs paracommunaux. Et ce qui est important peut-être de noter, c'est qu'il en faut plusieurs qui soient des différents. C'est-à-dire qu'une commune, ce qu'on a observé, nous, parfois, avec une commune peut avoir plusieurs bâtiments et plusieurs entités, mais elle ne peut pas créer une communauté d'énergie juste avec ces entités-là. Donc il faut d'autres acteurs paracommunaux. Mais je pense qu'effectivement, c'est plus facile de travailler dans ce climat de confiance et potentiellement, c'est des plus gros acteurs. Et donc ils peuvent absorber 150 € sur l'année, etc. parce qu'ils vont avoir un taux de couverture et une consommation qui va être plus grande finalement, quoi. Ça peut être... en tout cas, vraiment de viser ces acteurs-là, peut-être en priorité, parce que ce sera plus facile pour avancer. En tout cas, moi, c'est mon sentiment aussi. Ça a l'air de confirmer par rapport à ce que vous évoquez. Complètement, pour multiples raisons. Honnêtement, aujourd'hui, je ne vois pas des citoyens seuls se lancer dans une communauté d'énergie renouvelable, que ce soit d'un point de vue juridique, administratif, que ce soit en termes de volume. Parce que peut-être qu'ils pourraient apporter de plus petits volumes qui seraient moins rentables du coup dans une communauté. Donc c'est vrai que je pense que la simplification et cette volonté de l'Europe de rendre accessibles ces partages d'énergie est importante parce qu'à ce jour, en région wallonne, c'est vrai que je n'imagine pas des citoyens créer leur propre communauté d'énergie renouvelable seuls. Mais on voit que quand les conditions sont bien mises, par exemple, on voit à Bruxelles, ça peut tout à fait fonctionner. Voilà, tout à fait. C'est quand même un projet, voilà, il y a 5 ans, c'est quelque chose qui n'existait pas du tout. C'était quasi impossible d'imaginer qu'on puisse revendre son électricité à son voisin. Bon, on y arrive quand même. Tout à fait. On arrive aussi au bout de notre émission, et donc je vais vous proposer de passer aux recommandations, donc ou lectures, documentaires, etc., que vous avez envie de partager à notre audience. Je vais commencer par toi, Mathis. Moi, j'ai choisi le film documentaire Le chemin des coquelicots de Chantal Neutet, qui retrace en fait la conversion d'un agriculteur conventionnel vers un mode de production biologique, sa diversification et un petit peu les circuits courts qu'il a mis en place, vraiment toute la transition et les verrous qui peuvent exister à cette transition-là. Parce que ça rejoint un petit peu mon ancien job, ma formation également, et c'est une thématique qui me parle beaucoup, l'alimentation, l'agriculture, etc. Donc un petit peu hors sujet par rapport au CER, mais toujours très intéressant. Merci, Mathieu.
Mais moi, c'est une recommandation d'une émission qui expliquait vraiment comment fonctionne le réseau électrique en Belgique. C'est une émission le mercredi, donc j'ai perdu le nom malheureusement. Investigation. Investigation, oui. Si vous tapez dans Ovio, du coup on fait un peu de pub pour RTBF, mais tant pis. Donc sur Ovio, il y avait vraiment une émission décrochage photovoltaïque, et la deuxième partie c'était comment fonctionne le réseau, l'intérêt du compteur communicant. Et je pense qu'en voyant ça, on se rend vraiment compte que la communauté d'énergie, c'est indispensable. Super. Intéressant. Alors moi j'ai parlé d'un événement, le Climaton. Je ne sais pas si vous connaissez, donc contraction de climat, hackathon. Hein, donc on réunit des personnes, des experts, des entrepreneurs, tout type de public, des citoyens, pour finalement, pendant 2 jours, réfléchir aux enjeux climatiques et quelles seraient les actions à mettre en place. Et donc ils doivent prototyper pendant ces 2 jours, et puis il y a un jury, etc. Ça se passe à Liège, 15-16 novembre. Voilà. Super. Et moi, je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, c'est un documentaire qui date déjà d'il y a quelques années, mais qui s'appelle Planet Earth de la BBC, et qui est vraiment sans doute le plus beau documentaire animalier jamais réalisé. Pourquoi je parle de ça? Parce que je sais que ça m'est revenu en tête il n'y a pas très longtemps, et en fait c'est un documentaire notamment en Angleterre qui a eu énormément d'impact sur la population, et les gens ont changé leurs habitudes vers des comportements plus écolos, etc. suite à ça, parce que ça parle évidemment de la protection de l'habitat et de la biodiversité, et donc voilà, donc je trouve que c'est un aspect aussi inspirant, et puis en fait il y a des images juste fantastiques aussi, donc je vous conseille vivement. Et je pense qu'il y a une version courte qui a été faite en français, mais si vous regardez la version longue, vous avez plusieurs épisodes, et ça vaut vraiment la peine. On arrive du coup à nos conclusions. Je vais vous laisser un petit peu conclure sur cette expérience de podcast, ou si vous avez un mot que vous voulez partager, encore un point d'attention sur un peu tout ce qu'on a dit. C'est votre moment, c'est l'instant. Allez, un petit point d'attention que j'aimerais rajouter, parce que nous, en Anguien, on a des grandes difficultés à mettre des éoliennes, il y a beaucoup de maisons, etc. Le champ photovoltaïque, c'est pas évident aussi. Et donc, je trouve que la communauté d'énergie va bien aider en fait à motiver les gens à mettre beaucoup plus de panneaux. Parce que pendant des années, en fait, on mettait la production équivalente à notre consommation. Et donc ici, tant pour le territoire, ce sera intéressant parce que au plus on va avoir des voitures électriques et du chauffage à pompe à chaleur, on a ces besoins énergétiques. Tant pour l'administration, parce qu'on doit tous atteindre une neutralité carbone au sein de notre administration. Et donc, avec nos bâtiments classés, il vaut mieux qu'on ait beaucoup de panneaux sur les sur les bâtiments sur lesquels on peut en mettre pour qu'ils alimentent les bâtiments qui sont classés et qui ont besoin d'énergie. Tout à fait. Donc voilà. Merci. Encore une fois, je rejoins ce que Mathieu dit, parce qu'il dit toujours des très bonnes choses. Merci. C'est aussi un incitant pour nous, cette neutralité carbone notamment, et se dire, ça incite nos partenaires à produire un peu plus d'électricité verte. Ou sinon, en général, le projet ici de mise en place de la CER à Ath, elle est vraiment porteuse de sens, et elle est vraiment encouragée au sein de nos différents partenaires. Et ça a aussi une vocation, d'une part, d'exemplarité de la commune, et d'autre part aussi de faire germer des idées auprès d'autres partenaires qui sont sur le territoire. Et on a déjà plein d'idées en tête pour mettre d'autres projets un peu similaires en place. Et donc c'est vraiment des projets qui sont porteurs de sens, et pour les autres justement communes, ça peut être vraiment des opportunités à saisir. Super, porteur de sens, moi je vais retenir ça aussi parce qu'on l'a dit quelques fois, et je pense qu'effectivement c'est très en lien avec ces CER, ces communautés d'énergie renouvelable. C'est donc la fin de cet épisode. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi sur le réseau Polec ou sur Framateam. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir vos retours, et à la prochaine, dans un mois pour le prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Au revoir.